السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ديال la physiologie du corps humain et santé. On va voir le premier sujet concernant la plasticité cérébrale ou bien la plasticité neuronale. Est une expression qui décrit les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier lors du processus de neurogenèse dès la phase embryonnaire ou lors de l'apprentissage. Il s'exprime par la capacité du cerveau à créer, défaire et réorganiser les réseaux de neurones et les connexions de ces neurones. Le cerveau est ainsi qualifié de plastique ou de malléable. Ce phénomène intervient durant le développement embryonnaire, l'enfance et durant la vie adulte. Et les conditions pathologiques, lésions et maladies, ils sont notamment responsables des mécanismes de l'apprentissage et de mémorisation chez l'enfant et l'adulte, ainsi que la plasticité neuronale est présente tout au long de la vie, avec un pic d'efficacité pendant le développement à la suite de l'apprentissage, puis toujours possible mais moins fortement avec l'adulte. Donc voilà ici une schéma qui représente les aires qui corporent ou bien qui collaborent entre eux pour assurer une plasticité cérébrale. En cas de l'accès au sens, on aura la collaboration entre toutes ces aires du cortex cérébral là. Et pour l'accès à la prononciation ou bien au langage, on aura une collaboration entre ces aires là du cortex. La plasticité cérébrale n'observe que chez l'adulte, n'observe que chez les enfants, donc ces deux c'est faux, repose uniquement sur le patrimoine génétique de l'individu et réversible, donc c'est la suggestion juste. Concernant la deuxième question, donc la plasticité cérébrale n'existe pas chez les espèces humaines, donc c'est faux. N'utilise qu'après un accident vasculaire du type AVC, donc c'est faux. N'existe que pendant la phase de développement cérébral, donc c'est faux. Et utilisé pendant un apprentissage, donc c'est vrai. Concernant la troisième question, la plasticité cérébrale toujours repose sur l'apparition de nouveaux neurones, une modification de l'information génétique, l'inactivation du neurone préexistant ou bien l'apparition de nouvelles connexions synaptiques, donc c'est vrai. Concernant la quatrième question, la plasticité cérébrale ne permet pas de compenser des pertes de fonctions liées à des lésions cérébrales, joue un rôle de l'apprentissage de la lecture, ne peut pas être mise en évidence par l'imagerie fonctionnelle, n'est pas une capacité innée, donc joue un rôle dans l'apprentissage et de la lecture. Pour la cinquième question, la plasticité cérébrale est due à des drogues hallucinogènes, est due aux synapses qui subissent de manière irréversible quand un nerf cortical ne reçoit pas d'informations, et l'aptitude du cortex à pouvoir modifier les connexions entre ces neurones et de se réorganiser selon les circonstances, est due à la stabilité des circuits neuroniques les moins utilisés, donc la suggestion juste c'est C. On va voir un autre sujet concernant les réflexes. Un réflexe est une réponse musculaire involontaire, stéréotypée et très rapide à un stimulus. Une activité réflexe est produite par un arc réflexe. Les mécanismes de réponse intégrant des centres nerveux sont intervention du cerveau et de la volonté consciente. La communication nerveuse assure la mise en place très rapide du réflexe. Donc les réflexes sont souvent des réactions de défense comme le retrait d'un membre en cas de brûlure avant que le cerveau ait aperçu la douleur. Les réactions réflexes ont pour but de rétablir l'homéostasie interne et une stimulation. On aura un transfert d'un message afférent vers la moelle épinière. Il se traite ici au niveau de la substance grise et on a deux cas de figure, soit une excitation par un message nerveux plus important ici, ou bien une inhibition par un message efférent moins important ou bien absent. Et par la suite, le message ou bien l'influx nerveux est transmis via du neurone moteur sous forme d'un message afférent vers les effecteurs. Donc la question numéro 1, le potentiel d'action est un message de nature chimique.
conserve toutes ses caractéristiques lors de sa propagation et de fréquence constante, peut se propager uniquement le long de l'axone. Donc c'est D qui est vrai. Concernant la deuxième question, les neurotransmetteurs sont identiques au sein du système nerveux, se diversifient dans l'axone lors de l'arrivée de potentiel d'action à l'extrémité de la dendrite, se diversifient dans la fente synaptique lors de l'arrivée du potentiel d'action à l'extrémité de la dendrite, restant fixes au récepteur postsynaptique. Donc l'affirmation exacte c'est C. Concernant la troisième question, donc les fibres nerveuses sont toujours des axones conduisant du potentiel d'action d'amplitude variable, sont localisés uniquement dans les nerfs, sont du prolongement cellulaire. Donc l'affirmation exacte c'est D. Synaptique est situé à l'extrémité d'un axone ou d'une dendrite, contient des vésicules de différents neurotransmetteurs, libérés des molécules de neurotransmetteurs en réponse à l'arrivée d'un potentiel d'action, libère toujours la même quantité de neuromédiateurs. Donc l'affirmation exacte c'est C. Pour la cinquième question, le réflexe myotatique est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. Donc c'est la réponse juste. On va voir un autre sujet concernant le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique il nous renseigne sur l'intégrité du système neuromusculaire. Donc le document de référence, c'est une coupe schématique de la moelle épinière, représente la racine rachidienne dorsale et ventrale. On rappelle que le nerf rachidien reliait la moelle épinière et le muscle. Donc, on recherche à comprendre l'organisation des cellules nerveuses dans la moelle épinière et à déterminer le trajet du message nerveux qui représente ici. Il représente les résultats des expériences historiques de Magdid et Weller sur dissection au niveau du nerf. Donc voilà, on a ici trois expériences et dans chacune d'eux, on réalise au niveau des endroits bien déterminés du nerf. Donc pour la première question, la section est réalisée ici et la conséquence clinique de différentes sections. Pour la première expérience, on aura la région du corps énervée par le nerf rachidien, perte la sensibilité et la motricité. La section de part et d'autre de la ganglion rachidien au niveau de la racine dorsale et la région du corps énervée par le nerf rachidien perd la sensibilité seulement, mais elle garde la motricité. Au niveau de la racine ventrale du nerf rachidien. Donc la région du corps énervée par le nerf rachidien garde la sensibilité, mais on aura une perte de motricité. Donc voilà ici un schéma qui représente le processus de communication spinaux. Ici, après une simulation, on aura le transfert de messages afférents par une neurone sensitive. Et par la suite, on aura le traitement au niveau de la matière grise de la moelle épinière. Et le message est transmis sous forme d'un influx nerveux par des neurones moteurs, qui sont soit des neurones moteurs allant vers les muscles fléchisseurs ou bien des neurones moteurs qui sont allant vers les muscles extenseurs. Donc pour les questions. Dans l'expérience 3, la perte de la motricité réflexe est associable à la rupture de la liaison nerveuse entre la moelle épinière et l'effecteur. La moelle épinière est le récepteur sensoriel, le cerveau est l'effecteur. Le cerveau est le récepteur sensoriel. Donc l'affirmation exacte ici, c'est qu'il n'aura une perte de liaison entre la moelle épinière et l'effecteur. Pour la deuxième question, dans l'expérience 2, la perte de la sensibilité est associable à la rupture de la liaison nerveuse entre la moelle épinière et l'effecteur. La moelle épinière est le récepteur sensoriel, le cerveau est l'effecteur, le cerveau est la moelle épinière. Donc l'affirmation exacte c'est B. Pour la troisième question, au cours de l'expérience 1, Magdid et Weller ont sectionné les cellules musculaires, c'est pour cela qu'il y a plus de mouvement, sectionné des vaisseaux sanguins, irrigué le nerf et une région du corps,
c'est pour cela qu'il y a une partie du nerf dégénéré. Sectionné des neurones, c'est pour cela qu'une perte de nerf dégénéré. Section des récepteurs sensoriels et des effecteurs, c'est pour cela qu'il n'y a plus de mouvement. Donc l'affirmation exacte, c'est. Concernant la quatrième question, les expériences les plus pertinentes pour déduire que les neurones moteurs ont leur corps cellulaire dans la substance grise de la moelle épinière sont aucune de ces expériences, l'expérience 2 et 3, l'expérience 1 et 2, l'expérience 1 et 3, donc c'est l'expérience 2 et 3. Pour la cinquième question, dans l'expérience numéro 1, la perte de la sensibilité et motricité se situait sur le côté gauche de l'individu, dos et ventre, sur le côté droit de l'individu, dos et ventre, sur la face ventrale de l'individu droit et gauche, ou bien sur la face dorsale de l'individu droit et gauche. Donc, il s'agit d'une perte de motricité et sensibilité au niveau du côté gauche de l'individu, dos et ventre. On va voir un autre type, ou bien un autre exercice concernant la physiologie des grandes fonctions du corps humain. On va voir une maladie ici, c'est la myasthénie. C'est une maladie neuromusculaire caractérisée entre autres par une faiblesse du muscle squelettique. Donc les médecins ont mis l'hypothèse d'un mauvais fonctionnement de la jonction neuromusculaire. À partir de l'exploitation du document, on se propose d'éprouver cette hypothèse et de proposer un mécanisme expliquant l'origine de la myasthénie. Le document numéro 1 représente une photographie au microscope électronique à transmission d'une jonction neuromusculaire. Donc voilà, ici, on a deux cellules. Une cellule qu'on peut supposer qu'il s'agit d'une cellule musculaire, puisqu'il est riche en mitochondries. Et la deuxième cellule, il s'agit d'une cellule neuronale. Et on a ici la fente, ou bien la jonction neuromusculaire entre ces deux cellules-là. Donc pour le document numéro 2, c'est un électromyogramme. Des électrodes réceptrices sont positionnées sur la peau au niveau du muscle d'un individu sain et d'un individu atteint de la myasthénie. Le nerf moteur est stimulé électriquement et l'enregistrement obtenu correspond à des réponses du muscle sous forme de vibrations potentielles faisant la suite d'une stimulation du nerf de même intensité chez les deux patients. Donc, comme vous voyez ici, l'électromyogramme d'un individu non malade, elle est caractérisée par une rythmicité stable, alors que chez l'individu myasthénique, on remarque une désorganisation de l'amplitude suite à des stimulations du nerf. Donc, pour le troisième document, il s'agit d'un résultat du test de fixation de le schéma ci-dessous donne les résultats de cette localisation chez un individu sain et chez un individu myasthénique. Donc voilà la portion des cellules musculaires ici d'un individu sain et la portion des cellules ici d'un individu qui est myasthénique. Donc voilà ici le schéma qui représente un bouton synaptique et le processus de la transmission de l'influx nerveux. Chez un patient atteint de la myasthénie, on aura une arrivée du potentiel d'action de fréquence faible et faible exocytose du neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique. Et par la suite, on aura une faible modification de l'activité du neurone postsynaptique. Alors que chez un sujet qui est normal, on aura toujours l'arrivée d'un train de potentiel d'action avec une fréquence forte suite à une stimulation forte. Et on aura plus de vésicules et une forte exocytose de neurotransmetteurs. Et par la suite, une forte modification de l'activité du neurone postsynaptique. Donc, pour la question numéro 1, d'après la photographie présente dans le document numéro 1, la cellule 1 est une partie de cellule musculaire. La cellule 1 est la terminaison de l'axone du neurone. Il s'agit d'une partie de cellule présynaptique. La cellule 2 est la terminaison de l'axone du neurone sensitif. Donc, la suggestion exacte, c'est qu'il s'agit d'une partie de la cellule musculaire puisqu'il est riche en mitochondries.
proposé, on peut supposer que la myasthénie pourrait être liée à une différence de la propagation du message nerveux le long du nerf moteur. La myasthénie pourrait être liée à une déficience en récepteurs postsynaptiques en surface des cellules musculaires et peut être liée à une déficience dans la libération de l'acétylcholine par la cellule présynaptique ou bien une déficience dans la capacité de contraction des cellules musculaires. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو A, c'est que la myasthénie pourrait être liée à une déficience de la propagation du message nerveux le long du nerf moteur. Sinon, d'après l'électromyogramme présent dans le document numéro 2, chez un individu myasthénique, l'amplitude du potentiel est supérieure à celle de l'individu sain. Chez l'individu myasthénique, l'amplitude du potentiel est décroissante. Chez un individu sain seulement, la réponse du muscle est codée par la fréquence du potentiel. Chez un individu sain, comme chez celui myasthénique, la réponse du muscle est codée par l'amplitude du potentiel. Donc, l'affirmation exacte, c'est B. Pour la cinquième question, d'après la photographie présente dans le document numéro 1, le message transmis est de nature électrique. Le message nerveux est transmis de la cellule 1 vers la cellule 2. Le message nerveux transmis de la cellule 1 vers 2. Donc, le cytoplasme de la cellule 1 contient des molécules de neurotransmetteurs. Donc, الاقتراح الصحيح هنايا هو B. Un autre sujet concernant le réflexe myotatique. Il suit les mêmes voies que n'importe quel réflexe. Réflexe nociceptif par exemple, un message nerveux sensoriel provenant des récepteurs sensoriels du faisceau neuromusculaire se dirige vers la moelle épinière par les voies nerveuses sensorielles ou afférents, sensitifs de transmission de l'influx nerveux qui est sensitif vers la moelle épinière. On aura ici un synapse neuroneuronique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un synapse entre les deux neurones. Et par la suite, après traitement et l'intégration du message au niveau de la substance grise de la moelle épinière, on aura la formation ou bien la génération d'un message nerveux efférent qui se transmet vers les effecteurs via les voies motrices et on aura ici une réponse par les fibres musculaires qui se traduit par une contraction dans cette situation. Donc l'affirmation exacte, c'est qu'elle renferme uniquement des fibres nerveuses. Dans la deuxième question, les neurones moteurs à un corps cellulaire localisé au niveau du ganglion rachidien conduit le message nerveux sensitif ou bien il conduit le message nerveux moteur, conduit le message nerveux produit au niveau d'un récepteur cutané. Donc l'affirmation exacte c'est qu'il conduit le message nerveux moteur afférent. Donc l'affirmation exacte c'est